Êtes sur la boîte vocale de Lux Noise, à la croisée de la lumière et du son. Laissez votre message. Salut, c'est Patrick Casero. Aujourd'hui encore, je vous propose une rencontre exceptionnelle et privilégiée avec une véritable icône à la carrière prolifique et indispensable. Homme de théâtre, de cinéma, humoriste et fin musicien, il a côtoyé des grands comme lui, Antoine, Coluche, Desproges, De Funès, Chuck Berry, Wolinski, la liste est longue. Il a fait le Charlot sans problème, il a été Géo sans bobo dans Les Bronzés, il a fait pleurer de rire Jean-Marie Le Pen et toute la France avec la cultissime Journée d'un fasciste au tribunal des flagrants délires sur Inter. Ambiance cosy et décontractée dans So Home Sweet Home, entre anecdotes et confessions intimes, mon invité se livre et se montre toujours en verve. Avec son humour, son éternel sourire, son charisme et sa vision personnelle du monde, il se prête au jeu et ensemble nous revisitons son parcours dès ses débuts lorsqu'il quitte le Portugal en 62 pour échapper à la guerre en Angola jusqu'à aujourd'hui en évoquant ses nouveaux projets. Voici donc pour Lux Noise un entretien fleuve, un moment unique avec l'immense Louise Rego. Parlons un peu écran, cinéma, les Charlots, quelle aventure, hein. C'est vrai que. Oui, est-ce que ça a été vraiment au niveau de ta notoriété, vraiment le grand moment de ta carrière? Je dis pas au niveau qualitatif, on y viendra, mais oui. Vraiment la notoriété en France pour toi, ça a été, Pour le groupe, oui. Là, le film a été un tel succès que. Mais ça coïncide aussi avec le moment où je suis parti, alors. Oui, du coup, ça a été bref pour toi. Ça a été bref pour moi. Mais c'est toi qui décides une fois. Ah, c'est moi qui décide, oui. Je suis parti après ce film. Au moment où ce film est sorti, je me suis séparé du groupe. Je crois que tu es revenu avec eux à 2 reprises. Oui, mais quelques années plus tard, oui. Mais là, j'étais acteur invité, il fallait travailler. Les choses n'étaes plus, comment dire, c'était pas la même chose tout à fait. Et dis-moi, Louis, on a dû te le dire, hein, tu as un visage, on le voit, très expressif, hein, tu as une gueule, comme on dit dans le milieu. Ça te permet d'avoir plusieurs emplois au niveau de tes personnages, parce qu'on te connaît plus évidemment sous ce registre comique, l'humoriste aussi. Tu as joué des rôles quand même dramatiques aussi. Oui, c'est un peu. Enfin, on catalogue beaucoup les gens en France, les acteurs, les chanteurs, tout ça, ils sont tous catalogués très vite. Toi, tu as eu des étiquettes au début. Les médias exercent une pression incroyable sur ce genre de choses, quoi. Ils dirigent un supermarché, quoi. Donc il faut que les produits soient étiquetés. Là, oui, vraiment, faut pas mettre du sucre dans le rayon des patates. Ils sont comme ça, quoi. Et donc on a du mal avec ça. Une fois qu'on a une étiquette, ouf, mon Dieu, ça te colle à vie, quoi, sur la peau, quoi. Très difficile d'en sortir. Mais bon, comme il y a des gens qui m'ont vu, qui ont eu un autre regard, j'ai eu la chance de tourner avec quelques metteurs en scène qui m'ont donné d'autres emplois. C'est pas que je rêvais de faire des rôles dramatiques, là n'est pas la question. Mais je n'ai rien contre un rôle dramatique, parce qu'en fait, ce qui m'intéresse plus que tout, c'est d'être dans un bon film, quoi. Qu'il soit dramatique ou que ce soit une comédie, je m'en fous. Est-ce qu'il y a un rôle qui te reste comme ça dans plusieurs, toi-même, dont on avait un rôle dont tu es vraiment fier? Oui, j'ai beaucoup aimé tourner le film de Rosier, de Jacques Rosier, Ménocéan, celui de Garel également. Ça a été une expérience unique et qui m'a beaucoup apporté, oui, absolument. Parmi mes rôles préférés, il y a sans doute ces films-là. Et à contrario, est-ce qu'il y a des choses un peu alimentaires que tu as faites? Ça peut arriver à tout le monde. Oui, tout le monde est obligé de payer sa note d'électricité et la scolarité des gosses. Hein. Et comme on fait pas, tout le monde n'est pas touché par la grâce d'être milliardaire depuis le début jusqu'à la fin.
on est bien obligé de travailler et faire ce qui se présente bien souvent, bien entendu. Est-ce que, si c'est pas indiscret de te demander, est-ce que tu as la double nationalité ou... Non. Donc, en ce moment, comme il est question de déchéance de la nationalité, ça risque pas de m'arriver. Exactement. Tu es à l'abri déjà. Je suis déjà à l'abri. Tu étais visionnaire. En tout cas, tu es un des Portugais les plus connus de France, même si des fois... Et peut-être le seul à qui on a refusé la naturalisation. Ah oui, bah tiens. Je me demande si c'est pas un honneur, en quelque sorte. T'as vraiment un parcours rock'n'roll. Oui, on m'a beaucoup demandé de venir m'expliquer là-dessus à l'époque, mais je voulais pas être connu comme le type à qui on a refusé la naturalisation. J'ai pas voulu jouer ce rôle-là. Parce qu'on sait ce que ça donne médiatiquement, ce genre de choses. Ça vient de la... C'est immangeable, ce genre de daube. Alors que là, on donne des médailles à gogo. Hein. Tu as eu récemment la polémique avec le chevalier des arts et des lettres. Le critère est très simple. Si tu es très riche, si tu deviens très riche dans ce métier, t'as tout. T'as tout. Et tu peux tout faire et on te donne tout. Alors, ça t'a jamais porté préjudice, non, tes origines? On parlait des étiquettes, non, jamais. Non, jamais. Aucunement. Tu le vis très bien, ça. Ah, quoi, les étiquettes artistiques? Oui, et puis cette double identité, double culture, double vécu que tu as. Non, ça m'a pas. Je pense pas. Ça m'est porté. Une sorte d'entrave, non? Non, je crois pas. Non, je l'ai jamais ressenti comme ça, en tout cas. Tu vas régulièrement au Portugal? Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte? Quel est ton lien actuel avec ce pays? C'est ma première patrie. J'aime le Portugal, comme j'aime la France, pareil. Je ne vois pas la différence. La question la plus idiote qu'on puisse me poser, c'est: tu te sens plus portugais ou plus français? Alors, cette question, c'est d'une bêtise. Je fais la grimace quand on me demande des conneries pareilles. Je pense que ce qui compte, c'est d'être bienveillant avec les autres, quel que soit le pays. Ces histoires d'identité, ça me paraît une salade très... ça sent mauvais, quoi. Ça sent très mauvais. Ça cache toujours quelque chose de pas beau. Ça ne me viendrait pas à l'idée de demander à un étranger quand je suis au Portugal: mais tu te sens plus français ou portugais? Donc je connais des Français qui habitent au Portugal, qui vivent depuis très longtemps. En plus avec cette histoire de paradis fiscal. Et alors maintenant encore plus. Bon, voilà. Ça ne me viendrait jamais à l'idée, et d'abord à aucun étranger qui soit au Portugal, de le considérer comme un étranger. S'il parle une autre langue ou s'il parle pas bien le portugais, il y a des Portugais qui parlent très mal le portugais aussi. Et ces questions-là, elles me sont complètement étrangères. Donc les deux langues vivent en toi de façon très libre et spontanée. Oui, non. Tu dis pas, tiens... J'ai du mal, par exemple, étant donné que j'ai travaillé toujours plus en français qu'en portugais, j'ai plus de mal à écrire le portugais que le français. Ça, c'est normal, c'est naturel. Et puisque de toute façon... Il y a le parler aussi, t'exprimer comme ça. Bien entendu. Quand tu parles une langue plus souvent qu'une autre, tu fais plus de progrès dans la langue que tu parles plus souvent. Et d'ailleurs, moi, je me considère un alphabète bilingue. Voilà. Parce que quand on est bilingue, on a beaucoup plus de mots à se mettre dans la tronche. Ok, ça n'en finit plus. Parce que je pense pas qu'une langue soit quelque chose où tu la sais à un moment donné, et puis après, tu sais, t'as plus besoin d'apprendre. Non, une langue, ça s'apprend toute ta vie. Tu peux apprendre, comme tu peux apprendre l'histoire toute ta vie. Ou en France, le français. Le français, tu l'as appris en arrivant. J'ai fait le lycée, mais le lycée, c'était voilà, il faut se démerder pour passer, pour réussir ses examens.
pas plus. Non. Des fois, tu Ça tombes va, pas dans, quoi. tu tombes pas dans le piège du françouguet ou franc-touguet. Français, ah si, je tombe dans le piège. Ça t'arrive aussi. Oh, bah oui. La retraite, la refoire. Non, ça, des choses comme ça, non. Mais bon, je tombe dans des pièges des fois, oui. Ça va de soi. C'est un peu naturel, hein. C'est un peu Je me naturel. suis demandé à un moment donné, le succès qu'a connu ce film, La Cage Dorée, on t'a pas contacté pour... Malheureusement, ah là, je suis bien content. Je suis bien content. Non, j'aime pas du tout ce film. C'est clair. C'est clair. Tu l'as vu, tu l'as vu, je suppose. Ah non, non. Si, j'ai vu un bout, quoi. Ça m'a suffi. Un bout, c'est pas mal, c'est déjà ça. Et tu sais, les films qui... Les Portugais vont très peu au cinéma, c'est connu, hein, pire encore que les Français. Alors s'ils vont beaucoup voir un film, il y a de quoi se poser des questions. C'est comme en France. Hein. Quand tous les gens courent voir un film, tu te dis, oh là là, ils ont loupé tous les bons films, qu'est-ce qu'ils ont avec celui-là? Pareil. C'est le même phénomène. Oui, il faut s'en méfier. Je me méfie immédiatement, je suis tout de suite contre, c'est simple. Et dis-moi, justement, pour quelqu'un qui apprend un peu sur le tas la langue, bah forcément, après tant d'années, je trouve que tu manies très bien la langue française. Hein. Je me débrouille. Les on jeux va de dire. mots, les calembours, on sent que tu es amoureux de cette langue. Hein. Comme je suis amoureux de la langue portugaise, j'adore lire des auteurs portugais. Je veux dire, j'ai fréquenté Pso, S.S. Queiroz. Et tu l'as mis en musique, Pso, n'oublions pas. Oui, voilà. et Miguel Torga. Eu acho que a literatura portugaise, je crois que la littérature portugaise est vraiment une forme d'expression très très riche et qu'on peut la mettre à côté de n'importe quelle littérature du monde. Et de plus en plus traduite, c'est bon signe. De plus en plus, la traduction opère toujours. La langue, c'est le style. Traduire, ce qui fait l'écrivain, c'est le style. Alors le style traduit, ça. Est-ce qu'on peut traduire la musique? Non, on ne peut pas la traduire. Elle est telle qu'elle. On n'y touche pas, on ne traduit pas la peinture non plus. Alors comment la littérature, c'est une chose compliquée. Compliquée. Un écrivain, évidemment, on peut comprendre ses points de vue, évidemment, une bonne traduction, mais la traduction ne pourra jamais donner le style. Et pour finir cette parenthèse de la langue, des langues dans ton cas, quand on t'a connu en tant qu'avocat le plus bas d'Inter, et ça c'était pas mal, jeu de mots, sur France Inter. Oui, le plus bas d'Inter, c'était moi. Oui, voilà. C'était des proches, c'était des proches qui t'a trouvé qui m'avaient collé l'étiquette. Et il faut peut-être expliquer à ceux qui nous écoutent que Badinter était le nom du ministre de la Justice de l'époque. Voilà. C'était au moment de l'abolition de la peine de mort, par exemple. Badinter a été quand même un des artisans de la fin de la peine de mort. C'est quand même quelqu'un de bien, de très bien même. Et à propos de ces années au tribunal des flagrants délire, et non pas délire, comment t'es venue cette idée alors c'est une vidéo qui cartonne sur Internet, évidemment. Bon, t'en as fait d'autres, mais la journée d'un fasciste, alors sur Internet, sur YouTube, Dailymotion, ça cartonne. Beaucoup de jeunes te connaissent comme ça. Ah oui, je crois. Je reçois des fois des trucs là-dessus, et encore. Énormément de gens autour de moi me parlent de ce texte, et puis de cette performance que tu as faite avec un certain Jean-Marie Le Pen devant, ce qui agrémentait un peu plus l'histoire, mais il est jamais cité, et ça c'était une volonté de ma part. C'est génial parce que c'est filmé, c'est génial de voir sa tête. C'est génial, ça m'a porté préjudice aussi quelque part, hein, parce que il y a des gens qui pensent qu'avec le fascisme il ne faut pas rigoler, ou avec le nazisme, etc. Ça se comprend aussi, mais ça dépend comment on en parle aussi. Je ne pense pas qu'il y ait un sujet qu'il y a des sujets avec lesquels on ne puisse pas rigoler. Moi, je pense que ça dépend à quel niveau tu rigoles avec. C'est toi qui as écrit le texte? Oui, moi et mon copain. J'étais en co-auteur. Co-auteur avec des proches? Non, j'ai jamais rien écrit avec des proches. Non. Et comment est venue cette invitation à France Inter? Proches, Non, c'était Claude Villers qui
qui était chargé de faire les invitations. Oui, oui. Et c'était quoi, travailler avec des proches, parce que vous êtes un petit peu... Oh, c'était agréable, ça se passait bien. Grand personnage aussi. Oui, formidable, formidable. Il n'y avait pas de soucis de se piquer des idées, des textes, des jeux de mots, non? Non, j'avais un souci, c'est que tout jeu de mots qui serait facile et évident, il ne fallait pas que j'y pense 2 secondes parce qu'il parlait avant moi. Ah oui, donc il aurait pu le sortir donc je me méfiais de tout ce qui pouvait être comme ça à portée de la main. Et comment t'es venue cette idée du texte magnifique, d'écrire une journée d'un fasciste et d'inclure dedans le concierge portugais qui pour une fois fait sa loge à l'heure, le salaud. Oui. C'est-à-dire que avant d'avoir fait de la radio, j'avais fait des spectacles à sketch. Donc faire un sketch réussi, je pense que c'est très compliqué. Ça tient à l'écriture et à l'interprétation, et peut-être même plus à l'interprétation à la limite qu'à l'écriture. Et moi, comme je connais mes limites et je savais qu'il fallait quand même que je mette plutôt le paquet à l'écriture, voilà, je mettais le paquet à l'écriture. J'essayais d'avoir le maximum d'idées. Donc évidemment que je pouvais pas. Qui a fait 6 sketchs par semaine qui sont des chefs-d'œuvre? Personne. Parmi les plus grands comiques français. Je préfère les appeler comiques que humoristes, parce que maintenant, humoriste, je ne sais plus ce que ça veut dire. Hein. Les grands sketcheurs français, tels que Fernand Reynaud, tels que, on pourrait dire Raymond Devos, etc., et il y a une tradition. Et avant eux, Bourvil, hein, bien entendu. Mais moi, je ne suis pas de l'époque de Bourvil. Bourvil était plus vieux que moi, si j'ose dire. Je n'ai pas connu. Mais enfin, par la télévision, quand même, on a pu voir certains sketchs de Bourvil. Évidemment, il y a eu Jean-Yann aussi. Bon, il y avait bon, voilà. Tous les gens, ces créateurs-là m'ont inspiré aussi. Je pense aussi à Francis Blanche, que j'ai connu personnellement. Je pense à Pierre Dac, qui était un très bon auteur aussi de sketch et un comédien assez rigolo. À Paul Prébois. Quand j'avais 20 ans, c'est des gens que j'étais public de tous ces auteurs. Et donc, quand j'ai voulu aller sur scène, bon, j'ai écrit des sketchs avec un copain et tout ça. Et j'ai essayé de ne pas être trop en dessous. Sinon, on n'y va pas. Et donc, c'est pour... Attends. Par rapport à la jeunesse du truc, comment t'es venu par rapport à la radio, quoi. Et donc, pour moi, la radio, cette émission-là, j'y faisais des sketchs. L'objectif n'était pas de venir à la radio faire blablabla. J'ai essayé de faire comme si j'allais sur scène. D'ailleurs, l'émission était en public. Voilà, c'est ce que donc ça demandait un effort, un gros effort. Évidemment, après, comme j'ai fait ça pendant 2 ans, c'est impossible à tenir ça pendant 2 ans. Mais j'y ai même fait des sketchs que j'avais fait sur scène aussi, déjà. C'est ce que j'allais te demander. Voilà. Vous étiez un petit peu en avance déjà par rapport à la radio de maintenant, qui est très filmée. Il y a eu 2 ou 3 émissions qui ont été filmées, si je ne me trompe pas, 3, je crois, même. Quelque chose comme ça. Oui. Dont celle-ci qui a fait le buzz qu'on connaît. Mais celle-là, elle est filmée. J'ai eu de la chance que celle-là soit filmée. Non, je faisais toute cette parenthèse pour dire que j'avais un souci d'écriture comme si j'étais au théâtre. Ce qui n'est pas du tout la même chose que beaucoup de gens que j'entends, quoi. C'est pas ça. Après, on t'a vu avec ce même sketch à la télé, chez Sébastien. Non, c'était mauvais. Et qu'est-ce qui a changé entre les 2 expériences? En radio, télé, c'était le même texte ou t'as fait des coupures ou... Non, c'était s'adapter à la télé, ça doit pas être la même chose. C'était le même texte, mais il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. On le voit encore, le sketch avec ta canette de bière. Ah bon, il est dans le net. Ah bah oui, tu sais que t'es toujours une star sur les plateformes là. Hein. Oh là là, mais ça c'est des choses que... Je t'ai revu hier encore avec ta canette à la main. Nous n'avons aucun contrôle sur ça. C'est vrai que... aucun contrôle. Moi, si je pouvais, il n'y serait pas, quoi. Le net, c'est vraiment... Et ce concierge portugais, tu l'as compte. C'est vraiment épouvantable, mais bon. Et ce concierge portugais qui fermait toujours, pour une fois, fermé à l'heure, ça t'arrangeait pas? Ça t'est venu spontanément? Tu côtoyais un peu c'était l'image des Portugais, une image de l'immigration, c'était des concierges et des maçons. Ça venait, ça...
je tombais pas dans le... j'étais pas en train de me moquer des concierges portugais, en l'occurrence. Mais bon, étant donné que il jouait beaucoup sur le fait que je sois portugais à l'émission. Donc, si tu veux, je me glissais un peu dans un costume qui m'avait taillé. Voilà. Ça faisait une ligne. Tu suis un peu les... Il m'est même arrivé sur scène de faire le concierge portugais. Mais... Et là, tu grossissais le trait non, niveau mais de là, l'accent ou pas tellement? Un peu. Bon, j'imitais un peu l'accent portugais, mais c'était pas pour me foutre de la gueule l'immigration, pas du tout. Au contraire, je faisais un personnage très malin. Et malgré ça, j'ai carrément eu des coups de fil une fois chez moi de quelqu'un qui venait me dire au téléphone, vous foutez de la gueule des Portugais. Non, je l'ai envoyé péter sérieusement parce qu'elle n'avait pas compris la démarche. Non, elle n'avait pas compris la démarche. C'est comme SOS Racisme. J'ai fait un sketch à la création de SOS Racisme qui allait contre. Bon, il n'allait pas contre. Mais à l'époque, comme c'était, les socialistes pensaient qu'ils allaient changer le monde parce qu'ils avaient créé SOS Racisme. On voit bien le résultat maintenant de ce que ça a changé. Heureusement que l'histoire, enfin heureusement pour moi, malheureusement pour nous tous, c'est l'histoire qui m'a donné raison. Mais j'ai eu le même genre aussi de la part un jour d'un chauffeur maghrébin dans un taxi qui commence à me faire la morale. Vous foutez de la gueule des Arabes? Et je dis, comment ça? Mais ça va pas, non? Qu'est-ce que vous êtes en train de me raconter? Alors bon, dire que tous les Maghrébins n'ont pas ri à ce sketch, ce serait faux. La plupart l'ont bien compris. Mais évidemment, il y a toujours des cons. Qu'est-ce que tu veux? Mais si on pensait que pour des cons, ce que font beaucoup de mes confrères, Et tu sens que par rapport à la scène actuelle, j'ai bien compris ton point de vue par rapport aux comiques, plus qu'humoristes, mais globalement par rapport à la scène actuelle, tu sens qu'il y a un peu plus de liberté de ton, d'expression, ou au contraire, à ton époque, dont on parlait notamment du tribunal? Non, il n'y a pas plus de liberté maintenant. Il n'y a pas plus. Non, c'est évident. C'est évident parce que la télévision commande tout. Je veux dire, le théâtre dans les années 80 n'était pas encore aussi attaché à la télévision qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, pour passer dans un théâtre, si tu ne connais pas de la télévision, tu as beaucoup de difficultés pour le faire. Donc, dans la mesure où le spectacle vivant était plus autonome dans sa démarche, il y a forcément donc plus de liberté. Aujourd'hui, comme c'est le téléspectateur, soi-disant téléspectateur, mais en fait, c'est pas vrai. Ce sont les dirigeants de la télévision qui font la loi, et donc ils vont à ce qui est le plus, on va dire, consensuel, et de tout ce qui ne soulève pas de problématiques, etc. Tout ce qui est correctement. Après, il y a toujours une ou deux personnes dont on va dire que ils sont rebelles, ou ceci ou cela, mais je vous laisse tomber, quoi. C'est pas ça vraiment, quoi. Sinon, ils n'y seraient pas. Est-ce qu'il y aurait aujourd'hui... Ils ne supportent pas. Il faut avoir du génie aujourd'hui pour être contre pour critiquer le système. Contre la machine. Pour critiquer le système, aujourd'hui, il faut avoir du génie. On voit beaucoup à la radio ces dénommés snipers qui sont payés pour venir et achever facilement et gratuitement, des fois, des gens et des proies un peu faciles. Toi, tu n'es pas très porté là-dessus. Non, pas du tout. Non, je déteste ça. Est-ce qu'il y a un humoriste... D'ailleurs, je l'ai essayé au début à la radio. Je veux dire, les premiers temps, quand il y avait je me souviens un jour, j'ai charrié encore gentiment Annie Cordy, parce qu'à l'époque, elle faisait des chansons très populaires et un peu bébêtes, quoi. Et un jour, je me suis foutu de sa gueule, faut bien le dire, quoi. Et tout de suite, j'ai eu le sentiment que c'était pas une chose à faire. Voilà. Parce qu'après tout, elle est artiste. Moi, je me présente aussi comme artiste. Alors, je vais la critiquer. Ça n'a pas de sens. Franchement, il faut vraiment être dans un état, de schizophrénie avancée pour le faire. Est-ce qu'il y aurait dans la jeune génération une sorte de dignité du régo de l'époque, du moins, du tribunal et tout ça? Quelqu'un qui te ressemble un peu au niveau de la plume, par exemple?
Je sais pas, c'est pas à moi de le Tu dire. tu les suis un peu les jeunes non, maintenant pas tous, non, il y en a faux là, non. On a une ribambelle. Non, je vois des tas de gens, bien entendu. Vous Non, je allez dis pas voir qu'il n'y a pas des bons acteurs là-dedans, oui, il y a des bons acteurs, parmi les jeunes qui arrivent. Il y a Mais est-ce toujours... qu'il t'arrive aussi d'aller voir sur scène des humoristes maintenant? Ah non. T'as pas été... Il y a beaucoup des de humoristes. Tu sais, C'est dans une époque. Tu sais, le one-man show, là... Oui. Si dans une époque, il y a 3 ou 4 personnes qui arrivent vraiment à faire marrer et arrivent vraiment à remplir la scène bien, c'est déjà pas mal. Mais aujourd'hui, tu en as 4 par quartier. Est-ce possible? C'est vrai qu'on n'a jamais vu autant, c'est dingue. On n'aurait pas le temps. On n'aurait pas le temps. On ne pourrait même pas dormir. Exactement. Non. Même en courant, comme dit la chanson. Non. Louise, pour finir, n'y vois pas de la fainéantise de ma part, aucunement, hein, mais pour être un peu plus économe et pas faire de grosses logorées, on va dire, dans mes questions, j'aimerais te poser 2 ou 3 questions simples et directes, si tu veux bien, en forme de tag, comme disent les Anglais, des mots-clés, voir ce que ça t'inspire. Des mots comme, par exemple, un certain Coluche. Ça t'inspire quoi, spontanément? Coluche a été un grand acteur et un grand comique, vraiment. Je sais que le mot comique aujourd'hui a été remplacé par humoriste. Je ne comprends pas pourquoi. Même si la plupart n'ont pas d'humour. Ils ne sont pas comiques non plus. Coluche a été vraiment un précurseur de l'époque moderne, quoi. Moderne. C'est une connerie de dire moderne. Coluche est arrivé dans un moment où ça avait besoin de se renouveler, quoi. Voilà, il est arrivé à point nommé, quoi. On parlait tout à l'heure de l'audace et de la liberté. Oui, il avait de l'audace et de la liberté, il avait le sens du canular, et puis le ton qu'il avait, quoi. Il avait cette poésie du parler populaire, un peu comme pour être aujourd'hui Jamel, quoi, dans la façon de parler. Et puis un peu comme toi, il avait la musique aussi comme deuxième passion. Il se faisait accompagner plus qu'autre chose. Hein. Ouais, il était capable de chantonner un petit truc, ouais, ça suffisait pour le spectacle, bien sûr. Quand il mettait des musiciens... Jouer du violon avec un gant de boxe, et après faire 3 notes, ça le faisait. Et jouer le temps des cerises avec un gant de boxe sur un petit violon. C'est du clown. Et il était clown, Coluche aussi. Voilà. Coluche était un vrai burlesque. Raymond DeVos, ça a été quelqu'un qui t'a aussi inspiré ou pas? Un peu moins que Coluche. Un peu moins. Coluche, il était trop sur les jeux de mots. Et c'était un peu fatigant. Il y avait certains sketchs. Il était un bon acteur, extraordinaire. J'avais vu une photo de lui quand il était jeune, rien que la tronche, un peu comme cette photo de Funès qui est là au mur. Regarde la photo de Funès jeune. Elle est magnifique. Tu vois la photo, tu as envie de te marrer, quoi, avec sa tronche. Justement. De Vos jeune, c'était comme ça, quoi. Tu vois, sa tronche, et très drôle. Il n'avait rien à faire. Alors aujourd'hui, des acteurs qui ressemblent un peu à ça, comme toujours, il y en a très peu pour moi. Et quelquefois, ils se fourrent dans des trucs pas bien, quoi. Justement, j'allais te le dire. Et ça tombe bien, c'était un des mots que j'avais mis sur le papier tout à l'heure pour te demander. Il est juste derrière nous. Très belle pose, très belle photo en noir et blanc. Louis de Funès. De Funès, oui. J'aime beaucoup l'acteur. Mais... Je crois que tu as failli collaborer avec lui. Oui. Encore une histoire vraie. Hein, c'est une histoire vraie, mais c'était un désastre. C'était un désastre parce que le ton de ce qu'on avait écrit pour lui, j'avais écrit ça avec un copain qui est auteur aussi. On avait fait un scénario. Mais c'était une commande. On avait été payé pour. Il y avait un appel d'offres parce que les films de Funès à la fin de sa vie, c'était des appels d'offres.
les producteurs qui étaient intéressés faisaient appel à des auteurs, etc., pour présenter le projet qui conviendrait le mieux à Louis de Funès. Et puis voilà, on m'a demandé à l'époque que j'avais la chance d'avoir un succès au théâtre. C'était au moment où j'ai fait Viens chez moi, j'habite chez une copine, qui a été un succès au théâtre de boulevard, donc il y avait un ton de boulevard. Et on m'a demandé de faire quelque chose autour de Funès. Comme j'aimais beaucoup l'acteur, je me suis dit, ah, ce serait marrant. On va essayer de faire quelque chose qui change un peu des films habituels de Funès. Alors, je parle du film, je parle pas de ça. Mais tout en gardant quand même le principe qu'il était un patron. Parce que bon, c'était son emploi. C'était son meilleur emploi, c'était le patron. Bon, on avait accepté ces données déjà. Bon, alors on avait écrit un scénario. Je sais pas ce qu'il valait, il n'a jamais été tourné, donc je ne peux pas savoir. Mais en tout cas... Mais lui, il l'a lu, non? De Funès ne lisait pas les scénarios. C'est là que l'histoire est très pénible. De Funès faisait confiance au metteur en scène avec lequel il allait tourner. Et moi, ne connaissant pas encore toutes ces finesses et toutes ces nuances des choses, je me suis retrouvé dans la situation suivante. On m'a demandé d'aller lui lire le scénario. Je m'en suis pas méfié. J'aurais dû. C'était... Ah merde, il a fait des films de Michel Audiard, le film très célèbre des Barbouzes et des choses comme ça, qui est décédé cette année, il n'y a pas longtemps. Merde, j'oublie son nom. Ah, Alzheimer. Non, c'est pas Alzheimer, son nom. Bon, on trouvera, je te le dirai tout à l'heure, de toute façon. Tu me disais qu'il y avait un filtre, le lecteur. Oui, donc on demande à Georges Lautner de présenter un projet. Et Georges Lautner fait appel à moi pour écrire le scénario. Et après, une fois qu'on a écrit le scénario, il me dit est-ce que tu veux bien aller le lire à De Funès? Et là, à ce moment-là, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On n'apprend pas à faire des grimaces à un vieux singe. Et du coup, je comprends qu'il n'avait pas l'habitude de lire les scénarios. Sinon, qu'est-ce que je vais lire un scénario à quelqu'un? Le scénario, c'est même pas comme une pièce. Il faut lire tous les descriptifs, etc. Quel intérêt? Tu peux pas donner un temps à lire des descriptifs. Enfin, je ne comprenais pas pourquoi. Mais bon, j'ai accepté d'y aller. Alors, j'ai été dans son château, là, en Bretagne, où il habitait, à Nantes, près de Nantes. Et puis, je me suis retrouvé dans une situation impossible, quoi, lui dire, voilà. Et je me souviens d'un détail que je peux raconter. C'est d'emblée, je lui dis, alors, votre personnage s'appelle Édouard. Je me souviens encore du nom du personnage. Vous êtes Édouard dans l'histoire. Bon, alors, je lisais tous les descriptifs. Édouard se lève... se dirige vers la fenêtre. Mais qui c'est, Édouard? Il me disait. C'est vous. Je lisais la scène, le dialogue, je passais à une autre scène. Édouard arrive en voiture, descend de la voiture. Pardon, qui c'est, Édouard? C'est vous. Oh mon Dieu. Excellent. C'était une séance de torture. J'imagine. Hein. Avec toute l'estime que j'avais pour le comédien, c'était une torture totale. Cette torture s'est arrivée vers 1h30 parce qu'il avait réservé un très bon restaurant. Chez Édouard, manquait plus que ça. Chez Édouard. Édouard VII. Et nous sommes partis au restaurant et après on est revenu et la lecture s'est arrêtée là. C'est-à-dire que j'ai même pas lu un tiers de ce qu'il y avait.
On s'est entendu dire non, le projet ne convient pas. Et là, il a tourné à l'époque l'aile ou la cuisse. L'aile ou la cuisse. Alors, donc, voilà. Bon, c'est bien dommage, hein, il n'a pas joué ton rôle d'Edouard. Non, mais je pense qu'il y avait des filles à poil dedans, à un moment donné. Il y avait des jeunes un peu déshabillés. Et après, on a appris qu'il n'était pas question qu'il y ait des filles déshabillées dans ces films, des choses comme ça. Bon, il y avait tout un cahier des charges que nous ne connaissions pas, évidemment aussi. Voilà. Tiens, pour finir, un certain Maurice Garrel, ça t'évoque quoi? Le père de Philippe, un grand acteur que j'ai eu la chance de jouer à une scène avec lui, deux scènes avec lui dans le film de Philippe Garrel, son fils. Bonne expérience aussi. Ah oui, j'ai beaucoup apprécié jouer avec lui. Ouais. J'ai eu la chance de jouer avec quelques acteurs que j'estimais beaucoup, parmi lesquels il y a eu donc lui, Maurice Garrel, Galabru, Michel Galabru, Francis Blanche, parmi les plus anciens. On en a parlé tout à l'heure très brièvement. Et d'autres. Évidemment, j'ai eu une petite scène avec Depardieu aussi dans un film. J'ai joué avec Isabelle Huppert aussi. Oui. Enfin, bref, voilà, j'ai connu quelques acteurs. Puis on parlait de Coluche avec Serpent à plume. Oui, aussi. avec Coluche aussi, bien sûr, j'étais en train d'oublier. J'ai eu la chance. Dufilo aussi, Jacques Dufilo, extraordinaire acteur aussi. Et bon, donc j'ai eu la chance de croiser quelques grands acteurs du cinéma français que j'estime beaucoup. Tu as tourné aussi avec des réalisateurs portugais, pas mal de courts-métrages. Oui, non. Bon, non, des longs-métrages. Avec 13, c'était aussi... Ah, 13, c'est les seuls que j'ai fait. Oui. 13 Garcia, avec son mari. Le dernier que j'ai fait, c'est avec son mari. C'est une adaptation des contes orientaux de Nasreddin. Oui. Et ça y est, le film est monté, ils vont le sortir, ils vont aller en compétition dans tous les festivals de court-métrage. C'est le dernier en date que j'ai fait. Et tu suis un peu l'actualité au cinéma au Portugal, ces réalisateurs. Il y en a de plus en plus qui gagnent des prix à l'étranger, c'est bon signe. Hein. Si, il y a de très bons réalisateurs au Portugal. Le dernier film que j'ai vu, c'est Scheherazade, Les Mille et une Nuits. Ah oui, oui. Très très bon. Film aussi primé. Très très bon. Oui. On fait du bon cinéma au Portugal. Est-ce qu'il y a des gens qui par exemple, Jean Canige, je crois que tu as aussi... Jean Canige, oui, j'ai participé à un de ses films. Il s'appelle Gagner la vie. Oui, Gagner la vie. Qui est sorti. Enfin, on l'a tourné ici à Paris, celui-là. Mais au Portugal, j'ai participé à un film de Jorge da Silva e Melo, qui s'appelle Coitado de Jorge. Ce film est tombé dans un trou, ils l'ont sorti au bout de 10 ans. Donc, on a le temps de crever si on attend quelque chose. Et tu l'as vu quand même, le film? Non, j'ai jamais vu. Sinon, je sais que tu étais fan de João César Monteiro. Il y a beaucoup. Quel personnage aussi. Oui, je suis un très grand fan de ce metteur en scène-là. Il y a eu un cycle à Paris il n'y a pas longtemps. Très très grand personnage. Il a fait des films, en tout cas un que je considère comme un chef-d'œuvre total. C'est un ovni, ce João César Monteiro. Lui aussi, il avait une gueule, hein. Ah oui, mais un peu quitonien sur les bords, ce visage bien taillé comme ça, long et. Non, mais ce film est un chef-d'œuvre. Tout à l'heure, on a évoqué évidemment un de tes premiers complices. Rinaldi nous a quittés un peu trop tôt. Oui, c'était. Ça a été quand même une belle amitié. Pourquoi non? Une belle triste. Collaboration aussi. Ah oui, une belle collaboration, évidemment. Après, avec le temps, je le voyais très rarement. Je n'avais pas beaucoup de rapport avec Rinaldi. Après notre séparation, enfin, on s'est vu quelques fois. Oui, j'étais très triste. C'est un pan de ma vie qui disparaît, donc. Pour la rime en I, pas en Y, mais en I tout court, Wolinski. Wolinski. Assassiné. Si je pouvais m'imaginer ça un jour, impossible de penser à une chose pareille. Tu sais que j'ai pensé à toi quand il y a eu le terrible attentat, là, Charlie Hebdo.
Quand on voit tout ce gâchis ce jour-là, tout ce qui s'est passé, c'est quand même quelque chose d'étrange. Ce monde, il tourne pas rond des fois. Hein. Il manque des gens comme ça. Hein. Oui. Maintenant, ils ont été assassinés, ceux qui étaient les survivants. Mais évidemment, c'est une question complexe. On ne peut pas parler ça supporte pas le résumé. On ne peut pas résumer ça. Ce qui manque, c'est l'esprit Charlie Hebdo, mais pas le Charlie Hebdo au moment où Wolinski s'est fait assassiner. Parce que l'esprit Charlie Hebdo était déjà mort à ce moment-là. Et donc là, les médias ont fait une telle bouillie avec ce qui était Charlie Hebdo, qui détestait en général, il faut bien le dire. Donc la question est très complexe, elle n'est pas résumable comme ça. Bien sûr, Il n'empêche pas que reste cet assassinat, comme tous les assassinats. Tu as aussi côtoyé le professeur Choron. Oui, je l'ai bien connu aussi. Ça aussi, c'était une belle époque. Hein. Tant que Choron était là, l'esprit Charlie, c'était ça, c'était Choron. Curieusement, c'était surtout ça l'esprit Charlie. D'ailleurs, Choron a refusé de collaborer avec Philippe Val et toute l'équipe qui a repris le journal après sa disparition, après la fin de cette époque-là. Les seuls qui ont continué, j'ai beaucoup de respect pour eux et beaucoup d'estime, c'était Wolinski, c'était Willem, heureusement qu'il n'est pas allé à cette réunion ce jour-là. Il y avait Cabu encore, aussi, et je crois que c'est tout. De l'ancienne équipe, il n'y avait plus personne. Voilà. Il y avait d'autres personnes aussi qui avaient du talent. Hein. Je pense à Honoré, j'aimais bien Honoré aussi. Bernard Marie aussi, je ne connaissais pas personnellement. Enfin, tous les autres, même la fille, enfin bref. Une parenthèse un peu plus joyeuse, j'espère, musicale cette fois, pour changer, Antonio Zambujo. Zambujo. Que les Français commencent à découvrir de plus en plus. Oui. Ah, oui, c'est un bon. Moi j'aime bien Zambujo. On a eu une discussion à propos. Je te lançais parce que je sais que tu as ta vision sur. Oui. Moi, je pense que il renouvelle bien le fado, lui, parce qu'il fallait rajouter d'autres choses. Le fado, pour que ça évolue, ne peut pas être figé à des schémas. Une musique qui est figée n'avance pas, elle meurt. C'est simple. Exact. Ou alors. Si elle ne meurt pas, elle va toujours se répéter, quoi. Les grandes musiques, la grande musique a comme caractéristique le fait de se renouveler. Si elle ne se renouvelle pas, c'est pas une grande musique. Et Zambujo est quelqu'un qui a introduit des choses de Cap-Vert, des choses du folklore portugais. Il a fait une grande salade avec tout ça, une grande salsa. Et c'est ça qu'il faut pour renouveler le fado. Je trouve que sa démarche est vraiment très intelligente, quoi. Très intelligente et très créative. Bon, et pour moi, il y a un morceau qui est très représentatif de ça, qui est un morceau de Vinicius de Moraes. Comment il s'appelle? On va rester un quart d'heure. Faut qu'on allume l'ordi. Merci Google. Wikipédia. Ai meu amor, não vais embora, vê a vida como chora, não sei como. Não me lembro do título. Isto foi uma criação de Vinícius de Moraes. Hein? Et donc, au départ, c'est chanté en samba. Et il a pris ça en fado. Et il en a fait un fado. Et ça sonne comme un fado. Et pour moi, c'est très représentatif de ce qu'est Zambujo. S'il n'avait pas une démarche liée et au fado et à tout ce qui peut entrer de force, parce qu'il faut forcer des fois. Et voilà, il a chanté ça avec un accompagnement de fado et à la manière du fado. Et c'est magnifique. Et puis c'est peut-être pour ça aussi qu'il est très accueilli au Brésil, parce que les gens aiment bien ces... Bah oui, c'est-à-dire, alors, qui aurait eu l'idée que ce morceau-là, arrangé comme un fado, c'était un fado? Oui, il fallait oser. Pour moi, ça a été ça, le déclic de Zambujo.
je me suis dit, ah là, c'est bon ça. T'as été le voir sur scène? Oui, j'ai vu, bien sûr. Et t'as pas été déçu par rapport au disque, non? Ah non, pas du tout. Non, il triche pas, c'est la même chose, voilà. Et puis le fait aussi de chanter ça a cappella, Foi Deus. Ah oui, exact. Fallait oser aussi. Bah oui, après à Marley, chanter Foi Deus, c'est sans être ridicule, sans accompagnement, c'est une performance. Et c'est bien la preuve que c'est un fadiste. Meu amor, não vás embora. Vê a vida como chora, como é triste esta canção. Não, eu peço, não te ausentes, pois a dor que agora sentes só se esquece no perdão. Puisqu'on évoque le Portugal, dernière, et je vais te le dire en portugais évidemment, Lisboa. Lisboa, c'est ma ville natale, que j'aime beaucoup, comme j'ai toujours aimé Lisboa. C'est une ville qui ressemble à rien, unique. J'aime bien y être, j'aime bien l'ambiance, l'air, les gens, je sais pas, un parfum, son parfum. Couleurs aussi. Ses couleurs. Évidemment, quand je parle de Lisboa, je parle du centre historique. Lisboa, pour moi, c'est surtout toute la Lisbonne des années, jusqu'aux années 60. Après les années 60, ça ressemble à Athènes, ça ressemble à n'importe quelle autre ville. Toutes les villes se ressemblent de ce point de vue-là. Toutes les banlieues qui sont rajoutées sont les mêmes. Mais je parle surtout de la vieille ville. Tout ce qui va jusqu'aux années 60, c'est magnifique. C'est, je sais pas, ça correspond à ma sensibilité aussi, peut-être. J'aime y être. Je ne pourrais plus y vivre d'une manière continuelle, quoi. Oui. Paris me manquerait, forcément. Ça t'apaise quand tu vas là-bas? De plus en plus tu y vas? Non, mais c'est pas une question de m'apaiser. Il y a une pulsation de cette ville qui est différente des autres. Bon, les grandes villes sont différentes les unes des autres. C'est un rythme. Il y a dans Lisbonne encore des choses des siècles passés, quoi, qui sont les petits commerces dans des petites rues de Bairro. T'as des commerces qui sont du 19e siècle, quoi. Et qui sont juste à côté de boutiques branchées. Moi, j'aime cette présence d'un passé qui est très lointain et en même temps pas si lointain que ça. J'aime bien ce mélange des choses qui existent à Lisbonne. Tu peux faire réparer n'importe quoi. À Paris, si tu as quelque chose à faire réparer, ça te coûte un max. Tu vois, tu trouves personne, tu vois. Tu peux toujours rechercher sur le net, pour faire un petit travail de réparation. Les ourlets, par exemple, là-bas, il y a encore des gens qui font ça. Là-bas, n'importe quoi est réalisable. Tu peux acheter du papier à écrire, des feuilles de 90 à l'unité. Tu n'es pas obligé d'acheter un paquet pour foutre la moitié en l'air. Et ben, je trouve que ça, c'est très, très moderne. Voilà. Je trouve qu'il y a une espèce de modernité dans ce passé qui Il y a aussi les engraxadores qui s'y répondent. Ils ont disparu, ils sont revenus avec la crise. Avec la crise, les petits kiosques à Gingigne, par exemple. Les petits kiosques, oui, c'est sympa aussi. En dehors de toutes ces petites choses cosy et agréables, je sais pas, il y a une adaptation des gens aux besoins qui est vraiment très agréable.
Puis on vit beaucoup dehors aussi. Comment? On vit beaucoup dehors, hein, de par la météo aussi. Oui, le temps, évidemment. Le temps est très agréable. C'est pas l'hiver en permanence. Le temps est magnifique, le ciel est bleu, d'un bleu lavé, pas délavé. Un bleu vraiment bleu, quoi. Cette lumière est incroyable, la lumière qui existe. La fameuse mer de paille, hein, cette couleur sur la place de Coumel. Et oui, comme j'habite sur le bord du Tage, pour ainsi dire, aller voir un café au bord du Tage, c'est agréable. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, quoi. Il y a une qualité de vie à Lisbonne que j'apprécie. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est le moment, beaucoup de Français le découvrent et ils vont, ils sont tentés d'y aller. Oui, ils sont chez eux, ils ont tout ce qu'il faut, du pinard, bon, ça va. Ils mangent bien et pas cher. Oh, formidable. Beaucoup de gens parlent français. Exactement. Les Français, ils sont, je connais plein de Français maintenant qui ont acheté des appartements là-bas, qui aiment bien y aller, qui aiment bien y être. Ah oui, j'en connais. Depuis que j'ai une petite maison là-bas, j'ai vu arriver, débouler des anémones. Anémone vie maintenant, c'est pour des raisons fiscales. C'est pour des raisons fiscales, tu vas me dire. Elle apprend un peu le portugais, bien obligé. J'ai un autre copain qui est auteur aussi, qui est là-bas. Si tu veux faire, moi je suis pas à la plage, c'est pas mon truc. Mais pour ceux qui aiment la mer et tout ça, c'est quand même une ville au bord de la mer. Moi j'aime bien la mer parce que comme ça pour la regarder. J'en fais pas une histoire. Oui, merci pour ce voyage en musique, en texte, en poésie et voyage sensoriel aussi, puisqu'on a voyagé dans le temps avec toi. Mais pour finir, projetons-nous un tout petit peu, si tu le veux bien, un tout petit peu. Je sais que tu as quand même 2 ou 3 projets, là tu m'en as parlé brièvement. Est-ce qu'on peut en toucher un mot? Oui, j'ai un projet pour faire un spectacle avec une adaptation de plusieurs textes de Roland Topor. Voilà, c'est un projet. Je n'ai pas encore de véritable producteur pour jouer à Paris, mais j'ai déjà une promesse d'éventuelles tournées en province. Et je pense que je finirai par trouver les moyens de... Le crowdfunding. Le crowdfunding. Le crowdfunding. Oui, exact. Dans les saisons crowdfunding comme la bouffe. Pour le produire dans un théâtre de mon choix, parce que c'est pas des sketchs de télévision comme voilà, c'est pas ça. C'est autre chose. Parce que ça, la télévision n'a pas besoin de moi et moi non plus, j'ai pas besoin de la télévision. Mais le public maintenant que c'est fait. Mais ton public aurait envie, j'en suis sûr. Alors voilà, si j'ai un public qui viendra voir ça. Il viendra voir ça. J'aime beaucoup les textes de Topor, ce qu'il a écrit. Je trouve que c'est un des plus grands artistes français de notre époque. Il a été dessinateur, illustrateur, affichiste, magnifiques affiches qu'il a fait, peintre. Il a écrit des scénarios pour le cinéma. Le locataire de Polanski, c'est tiré d'une nouvelle de Topor et d'autres choses encore. Il a réalisé un film d'animation deux films d'animation, dont un sur le Marquis de Sade. Et voilà, il a écrit des pièces de théâtre aussi et des textes courts, du roman, du conte. Il a touché à plusieurs styles d'écriture. Et je trouve que c'est un grand artiste et qui n'est pas, qui n'est pas connu à la hauteur de son génie. Voilà, je crois qu'il avait du génie. Ça promet, ça promet. J'espère que ça puisse aboutir, ce beau projet, et qu'on te retrouve très vite sur les planches. Je vais essayer de le faire au mieux possible. Mille merci, muito obrigado de nous avoir accueillis dans ton Home Sweet Home, qui est vraiment sweet et très beau. Et très home. Et très home. T'es casanier aussi un peu? Oui. On te comprend, t'es très bien là où tu es.
franchement, on sent des ondes, des bonnes ondes là. Ça doit être inspirateur. Il y a du cinéma, des livres et des instruments de musique et des disques. Alors, s'il y avait 3 livres autour de toi à nous citer là. 3, non, j'arriverais pas. C'est dur. C'est dur. La littérature, c'est bien plus riche que 3 livres. En tout cas, tu as l'air de lire beaucoup. Hein. Je lis un peu, on va dire. Mais dès que j'ai un peu, il faut que j'ai envie de jouer beaucoup aussi. J'écoute pas mal de musique. Et j'aime beaucoup le cinéma aussi. Donc voilà. Je ne lis pas autant peut-être que je voudrais. Mais j'aime bien ça aussi. Bon, des fois le meilleur reste à dire, alors il nous reste à espérer te revoir très vite, comme on disait sur les planches. Une fois de plus, muito obrigado, Luís, pour toi. Merci à toi, Patrick. Merci beaucoup. Merci encore.